Même dans le meilleur des cas, l'abandon du navire est une opération risquée. L'équipage est harassé, stressé, démoralisé à cause de ce qui est survenu à bord. Il y a aussi parfois des morts et des blessés. L'abandon du navire, qui est la manœuvre ultime, alors que tous les efforts pour le sauver s'avèrent finalement inutiles, doit être exécuté par tous les temps et quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, en pleine tempête parfois. Dans le cas d'un équipement traditionnel, les chaloupes de sauvetage ouvertes, munies en permanence d'eau potable, aliments de survie, postes émetteurs et trousses de premiers soins, sont montées par l'équipage puis descendues à la mer. Une manœuvre délicate, où la moindre désynchronisation ou blocage des câbles à poulies reliés au bossoir risque de faire basculer l'embarcation et d'envoyer tout le monde à la mer. Quand tout va bien, on s'éloigne du navire en perdition à coups de rame ou grâce à la propulsion du moteur de l'embarcation. Le risque de perdition est toutefois élevé à cause de l'immensité des mers et des intempéries. Le port d'un habit de survie, et ils sont maintenant d'une efficacité reconnue, peut faire la différence entre la disparition et la survie. Surtout si le marin n'a pas réussi à trouver pied à bord d'une embarcation et qu'il se retrouve à la mer. Dans les mers du Nord tout particulièrement, alors que l'eau équivaut à de la glace liquide, l'hypothermie s'emparera du marin et la mort peut survenir en moins de 5 minutes. Dans le cas de bateaux munis d'embarcations de survie hermétiques, et en général l'une d'elles est suffisante pour contenir tout l'équipage, la mise à l'eau a lieu du haut d'une rampe de lancement. Cette embarcation autonome, en forme de torpille et à couleur orange voyante, assure des chances de survie considérablement accrues par rapport aux embarcations traditionnelles. Ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. L'atmosphère de la vie à bord, selon l'équipage et le leadership du capitaine, varie considérablement et repose sur la fraternité issue de la vie en mer, entre hommes, dans laquelle seul le rêve, les souvenirs, les lectures, l'écriture, les vidéocassettes et l'exercice physique endiguent et encore pas toujours les flots de l'ennui et de la mélancolie. La vie d'un équipage est un micro-monde à huis clos, fermé. Les relations des membres d'un équipage, qu'ils soient indiens, suédois, philippins ou autres, sont complexes. Chaînes sans fin, des conditions de travail qui font le tour de l'horloge. Une impression de condamnation, toujours un quart qui s'achève, toujours un quart qui commence.
And plus, I carry a small packet of family photographs of my people. J'apporte avec moi quelques photographies de ma famille, de mes amis. Et quand je me sens seul à bord, alors je m'étends sur mon lit. Il n'y a personne. Je suis seul. Mes souvenirs d'eux font en sorte que mon âme les accueille à bord. Et c'est une façon pour moi de retourner à la maison. And I pass my time with all these things and I go back home. Naviguer est une partie de ma vie. C'est-à-dire que ce n'est pas un hobby, mais c'est un travail. Ce travail n'a pas été choisi seulement pour faire de l'argent. C'est un mode de vie. Vraiment, c'est une partie de ma vie. No, actually, I don't like to work on the ship. But financially, especially... Non, je n'aime pas travailler sur les bateaux. Mais j'ai une grosse famille. Je dois travailler sur les bateaux parce que nous avons des problèmes économiques importants aux Philippines. Je ne pourrais pas subvenir aux besoins de ma famille si je devais travailler aux Philippines. Alors, je dois être ici. Je suis déjà allé partout dans le monde, mais le monde est trop vaste pour prétendre que je suis allé dans tous les endroits du monde. Dans l'ensemble, j'ai vu le monde. Et je pense que la chose que j'ai appris le plus à bord ici, c'est, comment on pourrait dire ça, la facilité d'accepter les autres. Parce que les gens ici, il y a des gens qui sont musulmans, il y a des gens qui sont hindous, il y a des gens qui sont catholiques, il y a des gens qui sont protestants. Et ils ont tous une façon de penser. Mais ce sont des gens qui ont la même passion, peut-être que moi, la passion de la mer, la passion de la navigation et la passion de découvrir les autres à travers de ce métier-là. Alors je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est une vie de liberté. Une vie de liberté. C'est la principale raison pour laquelle je suis à bord. Ça dépend des trajets, ça dépend des gens qui sont à bord. Quelquefois, le temps passe très vite. Quelquefois, ça peut être chiant. Mais vous ne pouvez pas généraliser d'un bateau à l'autre. Sirène d'un bateau prêt à reprendre la mer. Les marins remontent à bord. Sitôt partis, ils recommenceront à rêver d'escale et de port. Stop bow thrust. Dead slow ahead. Dead slow ahead. That's 18 Le chargement et le déchargement des marchandises constituent la raison d'être des transporteurs des mers. La grande modernisation des ports a suivi son cours et en est arrivée à l'heure des opérations de débardage hyper mécanisées et à la conteneurisation. Dans les ports, parmi d'immenses empilements de conteneurs multicolores, un train continu de fardiers motorisés relie les portiques de parcs à roues géantes aux portiques de quai de la hauteur d'un édifice de 10 étages, vidant ou remplissant à cadence rapide les navires de ligne amarrés au quai. Depuis les années 70 et surtout 80, les grands ports du monde ont rationalisé leur organisation, renouvelé et accru leur capacité de manutention, augmenté les aires portuaires tout en les spécialisant. La marée sur la Seine se fait sentir jusqu'à Rouen, ville située à 110 km de la Manche. La Seine offre des tirants d'eau de plus de 10 mètres. Les navires de fort tonnage engainent le chenal au moment de la pleine mer et restent sur l'onde de la marée tout au long du parcours, soit 6 heures de route à la vitesse de 12 nœuds. Alors en termes de chenal, bon, la Seine ce n'est pas un petit fleuve tranquille comme on en a trop souvent l'image, là sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et c'est un fleuve qui, au cours des âges, grâce au travail des hommes, grâce au travail des Rouennais, a été approfondi et est devenu maintenant un chenal maritime. Et donc c'est un port qui est un port très
polyvalent et c'est un port de transit de la marchandise de toutes sortes. Et donc un endroit qui bénéficie de la proximité de ce que nous avons en France comme hinterland, l'arrière-pays, de plus important, de plus actif. Donc Paris, il y a Paris, 100 km, 10 millions d'habitants, et dans un rayon de 200 km, donc qui est un proche hinterland, on trouve 20 millions d'habitants donc qui produisent, qui consomment, qui fabriquent des tas de choses et qui donc génèrent des flux très importants entre la France et le monde entier. Premier exportateur de produits agroalimentaires de l'Union européenne, la France utilise les terminaux spécialisés du port de Rouen-Vallée de Seine pour y faire transiter céréales, farine et sucre, produits de l'agro-industrie. Premier port français d'importation de papier de presse, ce port est un partenaire majeur au plan européen pour toute la gamme des produits forestiers, carton, papier à usage domestique et industriel, pâte à papier et bois scié, bois en grumes, bois en contreplaqué. Il s'agit d'un système de déchargement par le côté du navire. C'est sûrement l'un des meilleurs systèmes au monde pour le transport du papier. Un transport assuré à bord de cargos très modernes. Pour le papier journal, le système de déchargement par le côté du navire est le plus efficace qui soit au monde en termes de volume et de débit. Pour illustrer la capacité de manutention, 12 000 tonnes de pulpe peuvent être chargées en moins de 20 heures. Le système de chargement et de déchargement par succion est apparu en 1967 ou en 1968. Les ventouses s'appliquent sur les rouleaux de papier et personne n'a à les manipuler pendant les opérations de transbordement. Ces appareils sont spécialement conçus pour manipuler la pulpe et le papier journal. Les petites et grandes Antilles bordant en forme d'arc de cercle la mer des Caraïbes ont été mises sur la carte du monde dès le 15e et 16e siècle, alors que Hispaniola, Cuba et Porto Rico servaient de base d'entretien et de ravitaillement pour les galions des flottes espagnoles reliant l'Europe chargée des richesses du Nouveau Monde. La mer des Caraïbes est déjà surnommée la Méditerranée américaine à cause de l'influence politique et économique des États-Unis au début du siècle. La proximité des Antilles en fait un marché privilégié et au début des années 80, une étude indique que ce marché absorbe la valeur de 50% des marchandises exportées par les États-Unis. Au cours des années 90, le commerce maritime dans les îles de la mer des Caraïbes continue à croître et à se diversifier, et le phénomène de la conteneurisation des produits y est aussi marqué qu'ailleurs. Miami, à cause de sa proximité du marché, est devenu le centre majeur d'expédition pour les États-Unis.